Bonjour, regardez ce que je tiens dans ma main. C'est un simple café, un Arabica, torréfaction moyenne, qui m'a coûté exactement 4,50 € dans le bistrot en bas de chez moi. Si j'écoute la majorité des experts en finances personnelles qui saturent les réseaux sociaux ou les plateaux de télévision, ce que je suis en train de faire est un crime financier. On nous répète, année après année, que ce petit plaisir quotidien est la raison pour laquelle nous ne sommes pas riches. On nous dit que si j'avais investi ces 4,50 € tous les jours dans un fonds indiciel composé à 8% par an, je serais millionnaire au moment de ma retraite. C'est ce qu'on appelle l'effet latte. C'est séduisant, c'est mathématique et c'est incroyablement culpabilisant. Mais aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Nous allons poser ce café, nous asseoir calmement et regarder la vérité en face. Cette obsession pour les petites économies, pour la privation des petits plaisirs est le plus grand mensonge de l'industrie financière. C'est un écran de fumée. Pendant que vous êtes occupé à vous sentir coupable pour un expresso ou un abonnement Netflix, vous ne regardez pas ailleurs. Vous ne regardez pas les véritables hémorragies qui détruisent votre patrimoine à une vitesse 1000 fois supérieure. Nous sommes en 2026. L'inflation s'est stabilisée, mais le coût de la vie reste élevé. Le système économique est devenu impitoyable pour ceux qui ne comprennent pas les règles du jeu. Et la règle la plus importante, celle qui sépare ceux qui s'enrichissent de ceux qui survivent, n'est pas la privation, c'est l'optimisation. C'est la loi de Pareto, le principe des 80-20. Aujourd'hui, nous allons déconstruire le mythe de la frugalité extrême. Nous allons voir pourquoi économiser sur les centimes vous maintient dans la pauvreté et comment, en prenant seulement 3 grandes décisions dans votre vie, vous pourrez boire tout le café que vous voulez, rouler dans une voiture sûre et vivre dans un logement confortable, tout en voyant votre patrimoine net augmenter année après année. Ceci n'est pas une incitation à la dépense irréfléchie, c'est une leçon d'efficacité. Bienvenue dans la réalité mathématique. Commençons par analyser le script social qu'on nous a vendu. Depuis notre enfance, on nous apprend que l'argent est une ressource rare qu'il faut protéger. On nous apprend la vertu du sacrifice. Nos parents, souvent marqués par des crises passées, nous ont transmis cette idée que un sou est un sou. C'est une mentalité de défense. On joue pour ne pas perdre au lieu de jouer pour gagner. Cette mentalité a créé une industrie entière du conseil financier bas de gamme. Ouvrez n'importe quel blog, écoutez n'importe quel podcast grand public et vous tomberez sur les mêmes conseils. Faites votre café à la maison, coupez vos abonnements de streaming, achetez des marques distributeurs. Le problème avec ces conseils, ce n'est pas qu'ils sont faux. Mathématiquement, oui, vous économisez de l'argent. Le problème, c'est l'échelle. Et surtout, le coût psychologique. La volonté humaine est une ressource finie. C'est comme une batterie. Chaque fois que vous devez vous retenir d'acheter ce pain au chocolat, chaque fois que vous passez 20 minutes à comparer le prix des carottes pour gagner 50 centimes, vous épuisez cette batterie. Vous utilisez votre énergie mentale pour des décisions de niveau micro. Et quand arrive le soir, quand il faut prendre des décisions de niveau macro, comme choisir le bon régime fiscal pour votre investissement ou négocier votre salaire, vous êtes épuisé. Vous n'avez plus de jus. C'est ce que la psychologie appelle la fatigue décisionnelle. En vous focalisant sur les 80% de dépenses qui ne représentent que 21% de vos résultats financiers, vous vous condamnez à une vie de frustration. Vous vivez dans la culpabilité permanente. Vous devenez ce que j'appelle un râleur économe. Vous avez l'impression de faire des efforts titanesques, mais votre compte en banque ne décolle pas. Pourquoi? Parce que vous essayez d'écoper l'eau du Titanic avec une petite cuillère. Il est temps de lâcher la petite cuillère et de réparer la coque du navire. Passons maintenant à la réalité mathématique. C'est ici que le stoïcisme financier prend tout son sens. Nous devons regarder les chiffres froidement, sans émotion. Appliquons la loi de Pareto à vos finances. Vilfredo Pareto, un économiste italien, a découvert que 80% des effets proviennent de 20% des causes. Dans votre budget, cela signifie que la quasi-totalité de votre
argent part dans une poignée de catégories. Si vous maîtrisez ces catégories, le reste n'a plus aucune importance. Quelles sont ces catégories? Ce sont les Big Three: le logement, le transport et les frais financiers, incluant la fiscalité. Prenons le logement. C'est le poste de dépense numéro 1 pour la grande majorité des Français. En 2026, avec les taux d'intérêt actuels qui oscillent autour de 3,5%, le coût du crédit est significatif. Supposons que vous ayez un crédit immobilier de 300 000 € sur 25 ans. Beaucoup de gens signent l'offre de leur banque sans négocier, trop heureux d'avoir obtenu le prêt. C'est une erreur colossale. La différence entre un taux à 3,8% et un taux négocié à 3,3% ne semble pas énorme sur le papier. C'est juste 0,5%. Mais sur la durée totale du prêt, cette différence représente environ 25 000 € d'intérêt économisés. 25 000 €. Faisons le calcul avec notre café à 4,50 €. Pour économiser 25 000 € en supprimant le café, il vous faudrait vous priver tous les jours pendant 15 ans. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus intelligent? Passer 3 semaines à faire le tour des banques, à faire jouer la concurrence, à utiliser un courtier pour obtenir ce taux réduit, ou se priver de café tous les matins pendant 15 ans? La réponse est évidente. L'effort fourni pour négocier votre prêt est minime par rapport au gain. C'est du Pareto pur, une action unique, massive, qui règle le problème pour des décennies. Et ce n'est pas tout. Parlons de l'assurance emprunteur. Depuis la loi Lemoine, vous pouvez changer d'assurance de prêt à tout moment. Pourtant, combien de Français le font? Très peu. Ils gardent l'assurance groupe de leur banque qui est souvent 2 fois plus chère qu'une assurance externe. Changer d'assurance peut vous faire économiser 10 000 à 15 000 € supplémentaires sur la durée du prêt. Encore une fois, c'est l'équivalent de 10 années de café, juste en remplissant quelques formulaires. Passons au deuxième géant, le transport. La voiture est le pire investissement qu'un particulier puisse faire. C'est un passif qui perd de la valeur chaque jour. Dès que vous sortez une voiture neuve de la concession, elle perd 20% de sa valeur. En 2026, la mode est au leasing, la LOA ou la LLD. Les constructeurs ont été très malins. Ils ne vous vendent plus un prix total, ils vous vendent une mensualité. Roulez dans ce SUV pour seulement 400 € par mois. C'est un piège psychologique redoutable. 400 €, ça paraît gérable. Mais sur 5 ans, c'est 24 000 €. Et à la fin, vous ne possédez rien. Vous devez rendre la voiture, payer des frais de remise en état souvent exorbitants et repartir sur un nouveau contrat. Vous êtes enfermé dans la rat race automobile. Vous louez votre statut social au prix fort. La stratégie Ernest, la stratégie 80-20, c'est d'acheter un véhicule d'occasion fiable de 3 ou 4 ans qui a déjà subi sa plus grosse décote. Payez-le comptant si vous le pouvez ou avec un petit crédit à la consommation sur une courte durée. La différence de coût total de possession entre une voiture neuve en leasing et une occasion fiable conservée 10 ans se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Avec l'argent économisé sur votre voiture, vous pouvez boire du champagne tous les week-ends, pas seulement du café. Et pourtant, les gens continuent de signer des LOA pour des voitures trop chères, tout en utilisant des applications pour trouver l'essence 2 centimes moins chère à l'autre bout de la ville. C'est l'absurdité totale de notre comportement financier. Le troisième pilier, et c'est souvent le plus insidieux, les frais financiers et la fiscalité. C'est le domaine où l'ignorance coûte le plus cher. Prenons l'exemple classique de l'épargnant français. Il a une assurance vie dans sa banque traditionnelle, ouverte par son conseiller sympathique. Ce contrat est souvent chargé en frais de versement de 2 ou 3%, frais de gestion annuels de 1% sur les unités de compte, et souvent, il est investi dans des fonds, maisons qui sous-performent le marché. Faisons une simulation. Imaginez que vous investissez 500 € par mois pendant 30 ans. Scénario A. Vous investissez via votre banque avec 2% de frais totaux annuels.
Avec un rendement brut du marché de 8%, vous nettez 6%. Scénario B. Vous investissez via un PEA ou une bonne assurance vie en ligne sur un ETF Monde, un Exchange Traded Fund, qui réplique le marché avec des frais totaux de 0,5%. Vous nettez 7,5%. Au bout de 30 ans, la différence de capital entre le scénario A et le scénario B n'est pas de quelques euros. Elle est de plus de 150 000 euros. Lisez bien ce chiffre. 150 000 euros. C'est le prix de votre ignorance. C'est le prix de votre flemme de ne pas avoir ouvert un compte chez un courtier en ligne ou une banque spécialisée. Est-ce que votre banque vous envoie une facture de 150 000 euros? Non. Ces frais sont prélevés silencieusement, invisiblement. C'est indolore sur le moment, mais c'est mortel à long terme. C'est là que se joue votre liberté financière. Pas au comptoir du café. Alors, pourquoi? Pourquoi continuons-nous à nous focaliser sur les petites dépenses? Nous touchons ici à la psychologie comportementale. Notre cerveau est câblé pour chercher la satisfaction immédiate et le contrôle. Couper un abonnement à 10 euros, c'est concret. On voit le résultat tout de suite. On a une petite décharge de dopamine. J'ai bien agi, je suis responsable. C'est ce qu'on appelle l'illusion de contrôle. Dans un monde incertain, contrôler ces petites dépenses nous rassure. S'attaquer à son prêt immobilier, comprendre la fiscalité du PEA ou remettre en cause son besoin d'une grosse voiture, c'est abstrait. C'est complexe, ça fait peur. Cela demande de sortir de sa zone de confort et parfois d'aller à contre-courant de son entourage. Quoi? Tu ne changes pas de voiture? Mais elle a 5 ans. La pression sociale est forte. Il y a aussi le phénomène du bike shedding, la loi de futilité de Parkinson. On passe plus de temps à discuter de la couleur de l'abri à vélo, un sujet simple que tout le monde comprend, que des plans de la centrale nucléaire, un sujet complexe et vital. En finance, c'est pareil. On passe plus de temps à débattre du prix des courses alimentaires que de la structure de notre portefeuille d'investissement. Pourtant, c'est une fuite en avant. Vous pouvez couper tous les cafés, tous les cinémas, tous les restaurants. Si vous avez un crédit auto toxique et des frais bancaires élevés, vous resterez pauvre. Et en plus, vous serez malheureux. Une vie de privation sans résultat, c'est la définition de l'enfer financier. Alors, comment changer? Comment appliquer ce mindset shift dès aujourd'hui? La solution tient en une phrase. Soyez impitoyable avec les choses qui ne comptent pas, pour pouvoir être extravagant avec les choses qui comptent. C'est une philosophie de l'abondance sélective. Premièrement, identifiez vos big wins. Prenez une heure ce week-end, pas pour faire un budget au centime près, mais pour faire un audit stratégique. Regardez votre logement. Est-il optimisé? Pouvez-vous renégocier? Si vous êtes locataire, vivez-vous au-dessus de vos moyens pour le paraître? Regardez vos déplacements. Avez-vous vraiment besoin de cette deuxième voiture? Regardez vos placements. Combien payez-vous de frais? Si vous êtes au-dessus de 0,5% par an, vous devez agir. Ouvrez un PEA, transférez vos fonds vers des ETF à bas coût. Automatisez ces virements. Une fois que ces gros rochers sont en place, une fois que la machine est huilée et optimisée, relâchez la pression sur le reste. C'est là que la magie opère. Si vous avez économisé 300 € par mois sur votre voiture et votre assurance, vous pouvez dépenser 100 € de plus en café, en sortie, en livres, en ce qui vous fait vibrer. Vous n'avez plus besoin de culpabiliser. Quand je bois mon café à 4,50 €, je ne pense pas à l'argent perdu. Je sais que mon système financier tourne en arrière-plan. Je sais que mes ETF capitalisent. Je sais que je ne paye pas de frais inutiles à ma banque. Ce café devient un symbole de ma liberté, pas de ma mauvaise gestion. C'est ça, la vraie richesse. La richesse, ce n'est pas d'avoir un gros chiffre sur un compte en banque en mangeant des pâtes à l'eau. La richesse, c'est d'utiliser l'argent comme un outil pour maximiser votre bonheur et votre liberté de temps. L'argent doit être un bon serviteur, pas un mauvais maître. Si vous passez votre vie à le servir en comptant les centimes,
Vous êtes son esclave. Si vous configurez le système pour qu'il travaille pour vous via les actifs et l'optimisation des coûts fixes, vous devenez son maître. Il faut aussi parler de l'augmentation des revenus. La frugalité a une limite mathématique. Vous ne pouvez pas économiser plus de 100% de votre revenu. Et soyons réalistes, vous ne pouvez pas vivre avec 0 €. Par contre, il n'y a pas de limite théorique à ce que vous pouvez gagner. Au lieu de passer 10 heures par mois à chercher des codes promo, utilisez ces 10 heures pour apprendre une nouvelle compétence, pour lancer un petit projet parallèle, un side business, ou pour préparer votre entretien annuel d'évaluation. Une augmentation de salaire de 200 € net par mois aura toujours plus d'impact que n'importe quelle économie de bout de chandelle sur votre caddie de supermarché. Investissez en vous-même. Votre capital humain est votre premier actif. Le retour sur investissement d'une formation, d'un livre ou même d'un bon café pris avec un mentor potentiel est infini. En conclusion, je veux que vous reteniez ceci. La société française, avec son héritage culturel et son rapport complexe à l'argent, a tendance à valoriser la souffrance. On pense que si on ne souffre pas pour mettre de l'argent de côté, on ne le mérite pas. C'est faux. La finance personnelle n'est pas une punition, c'est de l'ingénierie. Votre but n'est pas d'être le plus riche du cimetière en ayant vécu une vie de moine. Votre but est de construire une sécurité inébranlable en vous, attaquant aux vrais problèmes comme la dette, le logement ou la fiscalité pour pouvoir profiter du voyage. La prochaine fois que vous verrez un gourou vous dire de couper Netflix, souriez. Rappelez-vous qu'il s'adresse aux amateurs. Vous êtes des professionnels de votre propre vie. Vous avez compris la règle des 80-20. Alors, allez boire ce café. Profitez-en. Savourez-le. Mais faites-le en sachant que derrière, votre système financier est solide comme du béton, optimisé comme une Formule 1, et que vous ne donnez pas un centime de trop aux banques ou aux assurances. C'est ça, la voie de l'Ernest 2.0. La lucidité, l'efficacité et au bout du compte, la liberté. Ne laissez personne vous dire comment dépenser votre argent durement gagné, tant que vos fondamentaux sont solides. Merci de m'avoir écouté. C'était Ernest. Prenez soin de vos actifs et à très bientôt pour une nouvelle leçon de réalité.